Bienvenue à vous tous sur Mélène TV. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous un homme qui, ma foi, n'a plus besoin vraiment de présentation. Winston McQuaid, comment allez-vous? Je dois dire, Myriam, que je suis très heureux d'être là et je vais très bien. C'est réciproque, c'est vraiment réciproque. Écoutez, homme de communication, également grand passionné du contact humain. Il y a peut-être un côté de vous que les gens connaissent un peu moins bien. Vous êtes artiste peintre et un grand passionné des arts visuels également. Ben, c'est ma formation de départ. C'est-à-dire qu'après après l'école secondaire, j'ai fait l'école des beaux-arts à Québec. Parce que je vous l'apprends, de Québec. Et oui, c'est mon milieu naturel. Et quand j'ai pris ma retraite de Radio-Canada en 2001, le 1er janvier 2001, au retour des Jeux de Sydney en Australie, j'ai pris une retraite, je suis devenu travailleur autonome après 35 ans à Radio-Canada, ce qui m'a permis de me consacrer totalement aux arts visuels où j'ai exposé un peu partout à travers le Québec. Une trentaine de fois jusqu'à date. Et il y avait des ateliers également à Radio-Canada, des ateliers de peinture? Il y avait des ateliers de dessin, des ateliers de croquis pour être plus précis. C'est-à-dire qu'un modèle venait les mardis après-midi entre 5h et 7h et c'était 2 heures de séance de pause où la première heure se déroulait changement de pause aux 3 minutes et ensuite la deuxième heure c'était 5 minutes et la dernière demi-heure c'était pour compléter un dessin. Winston, je vous cite, vous dites « La peinture exprime et la musique inspire ». Absolument. Parlez-nous un peu de la SAMS. Je vous dirais que de peindre, pour moi, c'est une forme de communion avec la musique. Dans le sens où j'écoute, je dirais, 90% du temps de la musique quand je dessine ou je peins. J'aime beaucoup la musique classique. Mais pas seulement la musique classique, j'aime beaucoup le jazz. Et par moments, j'aime aussi des textes plus costauds, des textes plus poétiques. Donc, ça peut aller de Léo Ferré, d'un certain côté, à l'américanité d'un Bob Dylan. Ça peut aller de Mozart en passant par Schumann et ça peut aboutir à Vivaldi. Ça peut être un air d'opéra ou un opéra complet, dépendant de l'état d'esprit dans lequel on aborde la création. Moi, je suis très inspiré par la musique qui m'accompagne. Et la Société des arts en milieu de santé, c'est un organisme quand même assez percutant du fait que vous en êtes porte-parole média, mais vous poussez aussi l'implication jusqu'à aller sur le terrain et à chanter avec les gens, les résidents. Parce qu'il faut le dire, la SAMS sollicite des musiciens professionnels pour se déplacer en CHSLD, dans les hôpitaux, dans les endroits où il y a des gens malades et des personnes qui vivent de la solitude, de l'accumulation de solitude. Et vous y allez également avec votre épouse, Madame Sylvie Harvey, qui est violoniste d'expérience. Et vous allez jusque-là, vous allez vraiment sur le terrain avec les gens. On a été, en tout cas ma génération, je trouve qu'on a été très gâtés. On a beaucoup reçu. On a travaillé fort, mais on a beaucoup reçu. Et reçu gratuitement la plupart du temps. Et moi, je pense que rendu là où j'en suis, c'est le temps de redonner ce qu'on a reçu. Donc, j'aime faire du bénévolat. J'aime redonner. J'aime aller à la rencontre de gens où je sens qu'il y a un besoin. Qu'il y a, oui, tu parlais de solitude tout à l'heure, c'est souvent le cas. Et la Société pour les arts en milieu de santé est un organisme qui permet aux gens qui sont en CHSLD ou dans des maisons de santé et qui très souvent sont oubliés, malgré la famille qui au départ était présente, mais qui avec le temps est de moins en moins présente. Donc on commence à parler de solitude, on commence à parler aussi de certaines maladies qui rejoignent de certaines conditions. Tu sais, ça peut être de la démence, ça peut être certaines maladies où on a une perte cognitive. Et dans tout cette espèce de gros paquet de surmédication, d'être dans un endroit qu'on connaît plus ou moins, de ne pas nécessairement connaître ses voisins de chambre ou de lit ou de... Tu sais, bon. Si on peut donner à ces gens-là qui sont dans cette situation-là une lueur de quelque chose, si on peut leur donner le sentiment qu'ils existent et qu'ils ont déjà été des gens heureux,
en pleine possession de leurs moyens, par le biais de la musique, oui, c'est magique. Et ça se produit. Tout à coup, on se rend compte que les gens, quand ils entendent le violon de Sylvie, ou quand je me mets à chanter quelque chose qu'ils ont déjà connu dans les années 50, et ça peut être quelque chose comme aussi simple, n'oublie jamais le jour où je t'ai connu. Tout le monde connaît les paroles de cette chanson-là. Ouais. Et là, tout à coup, on voit des lèvres qui commencent à bouger, on voit des pieds qui commencent à taper, on voit des doigts qui bougent, et on voit surtout des sourires et une lumière dans l'œil. Et là, je me dis, là, on fait œuvre utile. On les rejoint. Ça leur donne un bonheur. Même s'il est furtif et qu'il ne dure pas toute la journée, ce sera au moins ce moment-là présent qui aura été important et pendant lequel ils se seront retrouvés. Et pour moi, c'est essentiel que ça se passe comme ça. Exactement. En tout cas, c'est tout à fait louable et c'est dans le fond de leur redonner un petit moment de nostalgie qui fait juste fendiller la carapace pour faire sortir des émotions qui doivent être sorties finalement. Exactement. Moi, je dirais que par moment, il y a des personnes qui se sont mises, par exemple, à chanter. Mm-hmm. Et des gens qui n'avaient pas parlé ou qui ne s'étaient pas exprimés depuis fort longtemps. Et puis il y a des moments cocasses aussi. À un moment donné, j'arrive près d'une dame parce que j'ai un micro à la main et je lui ai dit, elle est en train de chanter, elle connaît bien les paroles, puis elle a une belle voix. Et j'arrive à côté d'elle discrètement et je mets le micro près d'elle. Puis elle arrête soudainement, puis elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis là, elle est déroutée, puis elle me dit, j'ai mal aux fesses. Okay. Évidemment, on pouffe de rire, tout le monde pouffe de rire, mais en même temps, c'est une réaction tellement naturelle, tellement... Bon, et c'est des moments qu'on ne pourrait pas obtenir autrement que dans une situation comme ça. Ça ne s'invente pas. Ça s'invente. Absolument. Et on le disait tout à l'heure, votre épouse fait partie de plusieurs orchestres nationaux, Madame Sylvie Harvey. Est-ce que c'est votre amour de la musique qui vous a mené vers elle? Je pense que oui. Oui? Et on partage un amour de la musique. Elle comme praticienne, comme artiste, et moi comme auditeur. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup la musique. Et ça nous a rejoints, ça nous a permis d'être dans des lieux où la musique se passait ensemble, et c'est là qu'on a fait connaissance. Et on a développé cette relation-là pendant plusieurs mois, avant d'effectivement déclarer qu'on était non seulement des amants de la musique, mais que ce serait possible qu'on devienne aussi des amants dans la vraie vie, ce qui s'est passé. Et ça nous a amené à... On a fait des noces il y a 2 ans, là. À l'extérieur? À l'extérieur, dans un parc dans le Vieux-Montréal. Et ça a été aussi une soirée mémorable parce qu'on avait réuni à cette occasion-là des gens qui sont venus célébrer cette union-là avec nous dans la joie et l'amitié. Et vous pouvez aller voir ce vidéo-là sur YouTube également. Ouais, c'est pas pour en faire la promotion, mais bon. Et écoutez, vous êtes le papa de 5 enfants. Mm-hmm. On aurait tendance à croire que Pénélope est votre seule fille, mais c'est pas le cas. Vous avez une belle grande famille. Bien, Pénélope est la plus visible des 5 enfants. Et la famille est un peu éclatée dans la mesure où on habite à différents lieux sur la planète. J'ai une fille qui habite en Italie, pas très loin de Florence, en Toscane. Ça s'appelle Via Reggio, c'est sur le bord de la mer, c'est formidable. C'est une chanteuse d'opéra. Wow! Et qui fait carrière, évidemment, en Italie. Qui doit venir d'ailleurs prochainement au Québec, et j'ai très hâte qu'on puisse la voir et l'entendre au Québec. J'ai un fils qui habite le Costa Rica depuis 20 ans. Okay. Alors, je dois vous avouer que c'est difficile de refuser l'invitation le printemps d'aller passer une couple de semaines avec le fils et la famille au Costa Rica, alors qu'à l'automne, c'est plutôt la Toscane qui nous attire et l'invitation est là. Alors, ça, c'est intéressant. J'ai une fille qui habite Toronto, qui a 2 grandes filles qui maintenant, une habite en Jamaïque. Donc, ça voyage beaucoup dans la famille. Ben oui. J'ai un fils à Montréal, pas très loin de Montréal, à Saint-André, qui a une jeune fille qui s'appelle Grace, qui est absolument magnifique. Et finalement, il y a Pénélope. Alors, ça fait 5 en tout.
Je ne croyais pas que c'était disparate à ce point-là. Ouais, ouais. C'est très intéressant. C'est difficile de se réunir tout le monde ensemble pour, par exemple, Noël ou Pâques, tu sais. Mais quand ça arrive, Mais quand ça arrive, c'est fort. j'avoue. Ça pète le feu. Est-ce qu'il y en a parmi vos petits-enfants qui ont déjà cette piqûre-là au niveau du domaine des variétés? Ben, je dirais que le fils et la fille de Sean qui habite le Costa Rica, surtout Camila, qui est un peu comme sa grande sœur, qui a fait l'opéra aussi, qui a fait 4 ans de conservatoire, elles chantent toutes les deux de façon magnifique. OK. Et je pense qu'elle, éventuellement, va aussi se retrouver au sein de la communauté artistique, mais probablement costaricaine. OK. Donc, c'est spécial de voir à quel point il y a beaucoup de chanteurs dans votre famille. Il y a beaucoup d'artistes. Oui. Oui, il y a beaucoup de... Bon, c'est en dessin, c'est en art visuel. Pénélope écrit aussi, Oui. donc il y a pas mal de talent dans la famille. La mémoire familiale est présente, vraiment. Pénélope est une animatrice avec une grande renommée, on le sait. Est-ce que être la fille de Winston McQuaid, ça a été plus difficile pour elle de prouver sa valeur ou ça lui a servi? Ben, je vais vous faire une image assez simple. J'étais le père, c'est-à-dire Pénélope était ma fille. On disait la fille de Winston McQuaid. Oui. Et maintenant, c'est le contraire. On dit c'est le père de Pénélope. Winston est le père de Pénélope. Donc, il y a eu une espèce de... Ça a changé comme bout pour bout, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que Pénélope fait sa carrière. Ça fait déjà, 25 ans de carrière là, pour Pénélope. Mais au début, c'était pas évident pour Pénélope de faire le métier parce que son père le faisait déjà. Et on cherche, quand on est dans la vingtaine, quand on est dans la jeune vingtaine, à prendre ses distances. On cherche à s'identifier davantage. Mm-hmm. Mais avec la maturité qui s'installe tranquillement, les choses sont revenues, comment dire, à la normale. Oui, à la normale. Ouais. C'est quand même tout un exploit. Pas de passer par-dessus votre carrière, la question n'est pas là, mais c'est tout un exploit de faire son nom quand on est le fils ou la fille de quelqu'un qui est déjà connu préalablement. Et peut-être a-t-elle un peu hérité de cette graine de bénévolat aussi, parce que Pénélope est très portée vers, par exemple, elle est porte-parole pour l'hôpital du Sacré-Cœur. Elle est très portée sur l'entraide, portée sur ce qu'elle peut faire pour aider les gens. L'humanisme. Elle s'engage assez facilement dans des causes humanitaires. C'est une grande généreuse. Oui, absolument. Winston, vous avez reçu en 2003 le diagnostic du cancer de la prostate. Il y a eu rémission et en 2005, le cancer est réapparu. Vous avez bien fait votre travail. Oui, vous avez livré bataille. Aujourd'hui, en 2019, est-ce qu'il reste des traces de ce cancer-là? Ben, je dirais que les traces de ce cancer sont plutôt d'ordre psychologique et émotif. Une fois qu'on a eu un verdict de cancer, qu'on a porté le cancer, je pense qu'on l'a en nous, de toute façon. Moi, je me considère en rémission. On n'est jamais vraiment guéri du cancer, on est en rémission plutôt. Mais le fait d'avoir eu ce cancer, en tout cas, moi, m'a permis, et surtout après que le cancer soit revenu 2 ans plus tard, de repositionner certaines affaires dans ma tête par rapport aux valeurs, par rapport aux valeurs qu'on transporte, qu'on véhicule, ce qu'on veut léguer, par exemple, à ses enfants et aux amis et à la société et au milieu des communications. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme image? Et je regarde aller, par exemple, un de mes confrères de travail pendant plusieurs années, Jean Pagé, qui aussi a une récidive et sérieuse récidive, au point où maintenant il est cloué dans une chaise roulante, peut à peine se déplacer. Et j'ai vu Jean, avec qui on a beaucoup travaillé pour Procure. Jean était là depuis 2003, moi depuis 2005. Et Jean a beaucoup donné à Procure, donné des conférences évidemment avec des oncologues, avec des urologues. Je fais la même chose aussi, je continue de le faire parce que ma santé me le permet. Mais à chaque année, on passe le même test, le test de l'antigène prostatique pour voir si les choses sont encore sous contrôle. Mais ce qui est important à savoir dans le cadre de cet engagement-là, c'est qu'il y a 1 homme sur 12 au Québec qui apprend
qu'il a le cancer, à tous les jours. C'est énorme. Qu'il apprend qu'il a un cancer de la prostate. Alors, il y a chez Procure une ligne ouverte qu'on peut rejoindre. On peut aller sur le site de Procure, sur le site web. Il y a aussi la page Facebook. On est pas mal présent sur toutes les plateformes du web. Et je pense que Procure joue un rôle déterminant dans la sensibilisation au cancer de la prostate. Oui, on ramasse des sous à chaque année, on fait un événement où on vend des nœuds papillons et on fait une soirée bénéfice. Et cet argent-là qui est amassé va dans une biobanque. Biobanque dont la responsabilité revient aux hôpitaux universitaires de 3 villes comme Montréal, Québec et Sherbrooke. Et l'analyse de tous les échantillons de patients qui ont été opérés sont envoyés dans ce laboratoire, cette biobanque. Et l'information est partagée avec d'autres centres du même genre partout en Amérique et en Europe. Donc, c'est donc un travail important qu'on fait. Et preuve à l'appui, c'est que depuis cette implication-là, depuis le début des années 2000, on peut maintenant identifier au-delà de 200 types de cancer de la prostate. Donc, on peut, à partir de cette information-là, voir quelles seront les méthodes qu'on va utiliser pour soit mieux vivre avec, parce que maintenant, on ne préconise plus autant qu'on le faisait avant une approche radicale, une prostatectomie. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent maintenant, et ça, on en parle avec son médecin de famille, avec son urologue, ou éventuellement peut-être son onco-urologue. Mais c'est un travail vital, vraiment. Et vous le dites, vous êtes porte-parole de la Fondation Procure. Et ces événements-là, ce choc-là que vous avez subi, vous a mené à créer une conférence également. Et de par cette conférence-là, vous parlez de l'importance de se remettre en question dans la vie. Est-ce que vous trouvez qu'on devrait faire face à soi-même plus souvent? Je pense, oui, d'une certaine façon, mais en même temps, je pense que dans la mesure du possible, et si on peut le faire, c'est tant mieux, c'est de partager avec la personne qu'on aime. Quand je donne, par exemple, une conférence sur le cancer de la prostate, j'invite les épouses, les conjoints et les conjointes des gens qui ont un cancer de la prostate ou qui sont présumés, qui en principe sont porteurs. J'invite les femmes parce que c'est le rôle de l'accompagnateur ou l'accompagnatrice dans une situation comme celle-là, quant à moi, est vital. Je ne crois pas qu'il faille absolument vivre les choses seul et régler tout ça tout seul. Je pense qu'on devrait avoir suffisamment d'ouverture pour être en mesure d'en parler. C'est comme quelqu'un qui reçoit un verdict comme « tu as le cancer de la prostate ». Il ne faut pas garder ça pour soi. Non, effectivement. Il faut avertir les gens. Il faut le dire à ses enfants. Il faut le dire à sa famille. Il faut être en mesure d'accepter, de prendre cette espèce d'amour qui nous est dirigé et qui nous facilite la tâche pour passer à travers ça. Et ça, je crois fermement à ça. Parce que ça déleste d'un certain stress, et le stress crée, la plupart du temps, où est un gros facteur du cancer et de plusieurs types de cancers. Dans la mesure où on peut se délester de ça, accepter les gens qui sont autour de nous avec leur amour, leur affection et leur désir de nous aider. Parce que souvent, nous les hommes, on a tendance, encore maintenant, là, à balayer sous le tapis. C'est de l'orgueil. C'est comme, oui, c'est de l'orgueil mal placé, vous me direz, mais, c'est pas grave. J'irai quand je serai malade. Mais des fois, c'est mieux de faire de la prévention. Je dis pas seulement des fois, c'est mieux de faire de la prévention à tout point de vue. Et dans tous les cas et devant tous les types de possibilités quand ça concerne la santé. Et c'est pour ça que le rôle de la conjointe peut être extrêmement important aussi. Exact. Donc, c'est également pour ça que vous vous adressez beaucoup aux femmes dans vos conférences aussi. Exactement. Si, Winston, je vous parle d'agisme, qui est une prépondérance à faire de la discrimination en visant les personnes âgées, vous avez vécu certaines expériences et vous avez été touché vous-même par l'agisme. Voulez-vous nous en parler? Oui. Ça revient à dire « tasse-toi mon oncle ». Ça revient à dire, quand on se présente à l'hôpital, « ça sera pas long, mon petit monsieur ». Comme on dit, « ça sera pas long, ma petite madame ». Tu sais, il y a comme... Infantilisation complètement. Absolument. Qui fait en sorte que ça nous enlève quelque chose. Ça nous...
sais, ça nous positionne dans du négatif. Absolument. Et je déteste ce sentiment-là d'être renvoyé à cause de préjugés, pour des raisons qui sont absolument pas de l'ordre de l'intelligence, mais plus de l'ordre de la... Je sais pas, quelque chose de pas beau. Il y a quelque chose de pas beau souvent chez les hommes. Moi, je pense qu'il y a... Et les femmes. Oui, effectivement. S'il y a des gens qu'on devrait écouter et respecter, c'est bien nos aînés qui ont toute une histoire derrière eux et la plupart du temps, ce sont des encyclopédies sur pattes, finalement. Oui, oui. Et je me souviens en particulier de la deuxième campagne de Grèche et Scaf, oui. qui est ce lunetier pour lequel j'ai été représentant pendant plusieurs années. Et ils ont reçu des lettres, ils ont reçu du courrier, ils ont reçu des commentaires. J'ai reçu des commentaires sur ma page Facebook et aussi sur Twitter à l'effet que qu'est-ce qu'il fait à la télévision à l'âge qu'il a? C'est quand même incroyable. Tu sais, j'ai entendu des choses, le face de cadavre. Ouais, tu sais, j'ai des choses vraiment pas le fun. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre la balle au bon et d'entrer dans l'espèce d'approche publicitaire une personne plus jeune. Quelqu'un avec qui je pourrais avoir un rapport où il pourrait y avoir une action intergénérationnelle. Votre petite fille. Oui, alors Tess est entrée en jeu. Et j'ai créé un site web, Winston McQuaid Intergénération. Et puis là-dessus, il y a différentes vidéos, dont un avec... et à peu près tout ce que je retrouve sur YouTube ou des commentaires ou que je vois, je l'affiche sur ce site-là pour effectivement lutter contre l'agisme, ce qui est absolument inacceptable. C'est déplorable. En ce qui me concerne. Et vous vous êtes servi, dans le fond, de cet élément négatif-là pour en faire quelque chose de positif. Exact. C'est vraiment bien. Prendre la balle au bon. Exactement. On vit malheureusement dans une société où parfois le contenant est plus important que le contenu. Ouais. Moi, je crois qu'on tend à faire de plus en plus de place à nos aînés. Est-ce que vous pensez qu'il reste énormément de travail à faire encore de ce côté-là? Je pense que tout le travail est à faire de ce côté-là. Parce que prendre sa retraite à 60 ans et décider d'aller se balancer, d'aller s'asseoir dans balancine, comme on dit, et d'attendre que le temps passe, il y a de moins en moins. Tu sais, je veux dire, ma génération et celle des baby boomers a été trop engagée socialement, politiquement et économiquement pour tout à coup cesser de travailler et de s'intéresser à la vie du jour au lendemain. C'est pas possible. Non. C'est maintenant, on parle d'extensionner l'âge de la retraite. Moi, je suis hyperactif, là, tu sais, j'ai 75 ans. Je confirme. J'ai pas du tout l'intention de prendre une retraite. Prendre une retraite, c'est quitter quelque chose pour une autre. Tu sais, bon, de mon point de vue en tout cas, prendre sa retraite, ça veut dire mourir un peu. Effectivement. Moi, j'ai pas envie de mourir un peu. Je peux comprendre que certaines personnes aient envie de le faire, et c'est correct, c'est leur affaire. Mais moi, en ce qui me concerne, je vois pas l'avenir comme ça. Je pense qu'on peut être très productif, je pense qu'on peut être des mentors pour plein de plus jeunes qui, dans des milieux qui sont en train de se réinventer, c'est un apport important. On peut apporter des choses dans différents secteurs, que ce soit, ça va du travail manuel à l'écriture pour intellectuels. Absolument. Il n'y a rien qui interdit à personne d'arrêter quoi que ce soit. Il faut juste être dans un état d'esprit et être en mesure de garder sa santé au mieux pour être en mesure de continuer à travailler et de faire œuvre utile. Et de rester dans l'action, faire œuvre utile, oui. Exactement. Vous le dites. Winston, vous avez accompagné votre père lorsqu'il était en fin de vie. Et vous l'avez fait seul parce que lui avait décidé à ce moment-là de faire un peu le vide autour de lui. Vous aviez déclaré dans les médias à ce moment-là que c'était un comportement qui vous avait marqué énormément. Est-ce que c'est un peu par rapport à ça que vous avez été sensibilisé à la cause de la SAMS qui vise à briser l'isolement des aînés qui eux-mêmes se l'infligent finalement? Je vous dirais que d'abord et avant tout, c'est ce qui m'a motivé à prendre ma retraite de Radio-Canada. OK. C'est-à-dire qu'en 2001, j'ai choisi de quitter Radio-Canada après 35 ans de service
pour me rapprocher de ce qui me donnait envie de continuer ma vie, c'est-à-dire la création. Oui. De continuer à créer dans la vie. Et d'avoir vu mon père vieillir, dépérir et finalement mourir avec beaucoup de colère, avec une amertume, avec le sentiment de ne pas avoir réussi sa vie parce qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait voulu faire dans la vie. Il a fait ce qu'il a dû faire dans la vie, il était obligé de faire dans la vie. Et moi, je me suis dit, je ne ferai pas ça. Je veux vraiment pas faire ça, je ne veux pas me rendre là. J'ai vu mon père mourir malheureux. Moi, les dernières années de ma vie, ce qui me reste à vivre, en tout cas, là, à ce moment-là, j'étais quand même pas... J'étais dans la jeune soixantaine. J'avais pas envie de passer les 40 prochaines années de ma vie à être en colère et à être frustré de ne pas avoir... Alors, je suis retourné à ma passion initiale, qui était les arts visuels, et je me suis plongé là-dedans, et ça m'a quand même permis de garder autour de moi ce que j'avais déjà cultivé dans le milieu des communications, oui. et de vivre une vie fort agréable. Donc, en quelque sorte, c'est un très bel héritage qui vous a laissé. Exactement. D'être dans l'action et de retourner à ce qui vous incite à être heureux viscéralement. Parce que si on n'est pas heureux dans la vie, on dépérit. À quoi ça sert? Absolument. Tu sais, parce que de toute façon, tout ça est absurde. Tu sais, alors quand on regarde froidement, c'est absurde. On vient au monde, puis on commence à mourir. Oui. Tu sais, c'est quand même un peu... Alors, pourquoi pas, pour cette période de temps-là, travailler à être le plus heureux possible, le plus épanoui possible, le plus productif possible? C'est probablement notre mission sur Terre. Winston, vous êtes porte-parole de la SAMS, on le disait tout à l'heure. La SAMS qui vise finalement à faire déplacer des musiciens professionnels dans les établissements de santé pour briser la solitude des gens qui sont malades. Et cette mission-là, c'est quelque chose qui m'a énormément inspirée. Et je me suis dit, moi, en tant qu'animatrice, en tant que gestionnaire communication, qu'est-ce que je peux faire pour continuer de faire fleurir cette mission-là un peu? Est-ce que vous connaissez Martin Levac? Je connais Martin Levac de nom surtout. De nom. Martin Levac, c'est le plus grand personnificateur de Phil Collins reconnu mondialement. Okay. Et lui roule sa bosse avec son spectacle depuis 10 ans, son spectacle qui s'appelle Dance into the Light. Et Martin est un artiste multidisciplinaire absolument incroyable. Il y en a même qui disent qu'il est meilleur que Phil Collins lui-même. Ben voyons. Surtout à la batterie, oui. Et c'est pas pour déprécier Phil Collins que je dis ça, mais Martin, c'est quelque chose. Et Martin, je l'ai convaincu de s'impliquer. Et en fait, il n'a vraiment pas été difficile à convaincre. On peut écouter son message. Bonjour Winston, ici Martin Levac. Ben oui. Suite à votre implication avec la Société des arts en milieu de santé, j'ai décidé moi aussi de m'impliquer. Puis je vais choisir un établissement de santé qui me tient vraiment à cœur, la maison Victor Gadebois. Alors je vais faire une prestation de quelques chansons très bientôt. Alors merci de votre implication, puis bonne chance pour la suite. Salut. Mais c'est tellement sympathique. Oui, et la maison Victor Gadebois, qu'il faut le dire, qui est une maison pour les personnes qui sont en fin de vie. Donc déjà là, le contexte est quand même... Soins palliatifs. Exactement. C'est ça, je la connais. Ils sont à Saint-Bruno, non, Saint-Mathias? Saint-Mathieu-de-Belleuil. Saint-Mathieu-de-Belleuil. Oui, avec la belle collaboration de Mme Nathalie Savard, qui est directrice. Et c'est une prestation surprise. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Évidemment, c'est un spectacle privé pour les résidents. Et on a le grand honneur de vous inviter avec votre épouse à venir. C'est le 11 juin à 13h que ça se passe. Écoutez, on va être là. Ah, je suis vraiment heureuse d'entendre ça. Et d'ailleurs, Mélène TV va être sur place pour capter la magie du moment. On veut également tisser des liens avec les résidents, connaître leur histoire. Quelle belle idée. Oui, et je suis vraiment contente que vous puissiez vous déplacer cette journée-là. Ça va faire quelque chose de magique, vraiment. Et puis, par rapport à ça, écoutez, vous nous faites une belle première aux artistes au cœur de la cause. Merci beaucoup, M. McQuaid, d'être venu. C'est un plaisir, Myriam. Je suis vraiment très heureuse. Et pour ceux qui veulent nous suivre, je vous invite à sauter sur la prochaine émission où on va parler de TDAH avec Philippe Laprise. Donc, je ne sais pas où tout ça va nous mener, mais c'est sûr qu'on va rire. Mesdames, Messieurs, à la prochaine capsule. Merci.